Chapitre 1er. Configuration extérieure de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord présente dans sa configuration extérieure des traits généraux qu'il est facile de discerner au premier coup d'œil. Une sorte d'ordre méthodique qui a présidé à la séparation des terres et des eaux, des montagnes et des vallées. Un arrangement simple et majestueux s'y révèle au milieu même de la confusion des objets et parmi l'extrême variété des tableaux. Deux vastes régions la divisent d'une manière presque égale. L'une a pour limite au septentrion le pôle arctique. À l'est, à l'ouest, les deux grands océans. Elle s'avance ensuite vers le midi et forme un triangle dont les côtes irrégulièrement tracées se rencontrent enfin au-dessous des grands lacs du Canada. La seconde commence où finit la première et s'étend sur tout le reste du continent. L'une est légèrement inclinée vers le pôle, l'autre vers l'équateur. Les terres comprises dans la première région descendent au nord par une pente si insensible qu'on pourrait presque dire qu'elles forment un plateau. Dans l'intérieur de ces immenses terre-pleins, on ne rencontre ni haute montagne ni profonde vallée. Les eaux y serpentent comme au hasard, les fleuves s'y entremêlent, se joignent, se quittent, se retrouvent encore, se perdent dans 1000 marais, s'égarent à chaque instant au milieu d'un labyrinthe humide qu'ils ont créé, et ne gagnent enfin qu'après d'innombrables circuits les mers polaires. Les grands lacs qui terminent cette première région ne sont pas encaissés comme la plupart de ceux de l'ancien monde, dans des collines ou des rochers. Leurs rives sont plates et ne s'élèvent que de quelques pieds au-dessus du niveau de l'eau. Chacun d'eux forme donc comme une vaste coupe remplie jusqu'au bord. Les plus légers changements dans la structure du globe précipiteraient leurs ondes du côté du pôle ou vers la mer des tropiques. La seconde région est plus accidentée et mieux préparée pour devenir la demeure permanente de l'homme. Deux longues chaînes de montagnes la partagent dans toute sa longueur. L'une sous le nom d'Allegheny suit les bords de l'océan Atlantique. L'autre court parallèlement à la mer du Sud. L'espace renfermé entre les deux chaînes de montagnes comprend 228 343 lieues carrées. Sa superficie est donc environ 6 fois plus grande que celle de la France. Ce vaste territoire ne forme cependant qu'une seule vallée qui, descendant du sommet arrondi des Allegheny, remonte, sans rencontrer d'obstacles, jusqu'aux cimes des montagnes rocheuses. Au fond de la vallée coule un fleuve immense. C'est vers lui qu'on voit accourir de toutes parts les eaux qui descendent des montagnes. Jadis, les Français l'avaient appelé le fleuve Saint-Louis, en mémoire de la patrie absente, et les Indiens, dans leur pompeux langage, l'ont nommé le père des eaux ou le Mississippi. Le Mississippi prend sa source sur les limites des deux grandes régions dont j'ai parlé plus haut, vers le sommet du plateau qui les sépare. Près de lui naît un autre fleuve qui va se décharger dans les mers polaires. Le Mississippi lui-même semble quelque temps incertain du chemin qu'il doit prendre. Plusieurs fois il revient sur ses pas, et ce n'est qu'après avoir ralenti son cours au sein de lacs et de marécages qu'il se décide enfin et trace lentement sa route vers le midi. Tantôt tranquille au fond du lit argileux que lui a creusé la nature, tantôt gonflé par les orages, le Mississippi arrose plus de 1000 lieues dans son cours. 600 lieues au-dessus de son embouchure, le fleuve a déjà une profondeur moyenne de 15 pieds, et des bâtiments de 300 tonneaux le remontent pendant un espace de près de 200 lieues. 57 grandes rivières navigables viennent lui apporter leurs eaux. On compte parmi les tributaires du Mississippi un fleuve de 1300 lieues de cours, un de 900, un de 600, un de 500, 4 de 200, sans parler d'une multitude innombrable de ruisseaux qui accourent de toutes parts se perdre dans son sein. La vallée que le Mississippi arrose semble avoir été créée pour lui seul. Il y dispense à volonté le bien et le mal. Il en est comme le Dieu.
Aux environs du fleuve, la nature déploie une inépuisable fécondité. À mesure qu'on s'éloigne de ses rives, les forces végétales s'épuisent, les terrains s'amaigrissent, tout languit ou meurt. Nulle part les grandes convulsions du globe n'ont laissé de traces plus évidentes que dans la vallée du Mississippi. L'aspect tout entier du pays y atteste le travail des eaux. Sa stérilité comme son abondance est leur ouvrage. Les flots de l'océan primitif ont accumulé dans le fond de la vallée d'énormes couches de terre végétale qu'ils ont le temps d'y niveler. On rencontre sur la rive droite du fleuve des plaines immenses, unies comme la surface d'un champ sur lequel le laboureur aurait fait passer son rouleau. À mesure qu'on approche des montagnes, le terrain, au contraire, devient de plus en plus inégal et stérile. Le sol y est, pour ainsi dire, percé en 1000 endroits, et des roches primitives apparaissent çà et là, comme les os d'un squelette, après que le temps a consumé autour d'eux les muscles et les chairs. Un sable granitique, de pierres irrégulièrement taillées, couvre la surface de la terre. Quelques plantes poussent à grand-peine, leurs rejetons à travers ces obstacles. On dirait un champ fertile couvert de débris d'un vaste édifice. En analysant ces pierres et ce sable, il est facile en effet de remarquer une analogie parfaite entre leur substance et celle qui compose les cimes arides et brisées des montagnes rocheuses. Après avoir précipité la terre dans le fond de la vallée, les eaux ont sans doute fini par entraîner avec elles une partie des roches elles-mêmes. Elles les ont roulées sur les pentes les plus voisines, et après les avoir broyées les unes contre les autres, elles ont parsemé la base des montagnes de ces débris arrachés à leur sommet.